Bonjour tout le monde. Je m'appelle Nathalie Johnson. Je suis hématologue à l'Hôpital général juif de Montréal et aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie de Hodgkin. Voici mes divulgations. Je fais quand même plusieurs études cliniques avec différentes compagnies et je suis consultante pour certaines d'elles. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Hodgkin, la biologie, les traitements puis les nouvelles thérapies. La maladie d'Hodgkin vient du pathologiste britannique qui l'a décrit en premier dans les années 1800, Thomas Hodgkin. Et pour certains hématologues qui traitent que la maladie d'Hodgkin ou qui sont spécialistes dans la maladie d'Hodgkin, euh, il y a certains d'entre eux qui vont même voir sa tombe en Tel Aviv parce qu'il y a eu une tellement euh, euh, profonde importance sur la maladie que c'est significatif d'aller visiter sa pierre tombale. Alors, voici ce que ça a l'air sous le microscope. La cellule de, de Hodgkin, de lymphome, est une immense cellule euh, qui prend très peu de place dans le ganglion, mais qui est entourée de cellules immunitaires. Puis ça a été décrit par d'autres pathologistes qui étaient nommés Reed Sternberg. Euh, il y a eu la maladie d'Hodgkin est très importante dans l'histoire du lymphome parce que dans les années 60, c'était une maladie qui était incurable, puis que maintenant, dans les années 2020 à 2025, c'est une maladie qui a une guérison de au-dessus de 85%. Ça a été la première maladie qui a pavé le chemin pour la stratification des lymphomes, le stade de développer des chimiothérapies qui pourraient guérir la maladie. C'est une maladie qu'on a pu découvrir que la radiothérapie peut aussi être efficace chez la maladie du lymphome. C'est la première maladie où on a fait des études dans plusieurs centres et étant donné qu'on peut guérir la maladie, c'est la première maladie, le premier lymphome qui nous démontre l'importance du suivi à long terme pour éviter les effets secondaires à long terme chez les survivants. Donc, un lymphome, c'est un cancer du système immunitaire. Le système immunitaire est composé de deux parties. La partie qui est importante pour contrôler les infections dans les heures exposées à un microbe et une composante qui est là pour développer euh, euh, une, euh, une, voyons, dans les jours qui suivent de développer des anticorps pour combattre euh, les, euh, les infections. Et les lymphomes viennent des lymphocytes. Et dans le cas du Hodgkin, ça vient des lymphocytes B qui produisent des anticorps. Donc, ces cellules immunitaires qui sont importantes pour combattre les infections voyagent dans le corps, dans le système lymphatique et c'est là où on voit le développement des ganglions qui deviennent enflés et qui est souvent les premiers symptômes qu'on voit chez les patients qui ont des lymphomes. Donc, comme je vous ai dit, le lymphome d'Hodgkin vient des lymphocytes B. Ça représente 11% de tous les lymphomes. Les signes et symptômes
souvent sont liées à l'augmentation de la taille des ganglions. Donc, les personnes peuvent euh, sentir des bosses dans le cou ou en dessous des bras. Ils peuvent, s'il y a des ganglions dans la poitrine, ils peuvent avoir une toux. Ils peuvent avoir aussi ce qu'on appelle des symptômes B, donc des fièvres, des sueurs nocturnes et une perte de poids. Ils peuvent avoir euh, des démangeaisons, ce qu'on appelle des prurites, ou chez la maladie d'Hodgkin, on peut avoir aussi des douleurs provoquées par l'alcool. Il y a deux tranches d'âge, entre 15 et 35, donc c'est une maladie de jeunes adultes, mais aussi on peut voir que certains patients ont l'Hodgkin en haut de 55 ans. Puis comme je vous dis, c'est vraiment typique d'avoir des bosses dans le cou, mais on peut avoir des ganglions euh, proches des bronches qui peut provoquer la toux. Puis c'est ce qu'on peut voir à droite, c'est ce que le pathologiste va analyser sous le microscope. Quand on tranche le ganglion, puis on le regarde sous le microscope, on peut voir que les cellules de Reed-Sternberg on peut apprécier leur taille, sont beaucoup plus grandes que les autres cellules. Ils ont deux noyaux, ce qui ressemble à des yeux, des bouts, et sont entourés de cellules immunitaires normales. Euh, donc, le cancer en soi représente seulement 1% de la taille du ganglion total. Il y a deux partie à la biologie qui est importante. La première, c'est que les cellules de cancer expriment à la surface une protéine qu'on appelle le CD30. Et ça va être important plus tard parce que c'est un cible pour un anticorps qu'on appelle le brentuximab. Et il exprime à la surface une autre protéine qui s'appelle le PDL1. Euh, et ce qui fait, c'est que ça fatigue les cellules immunologiques qui l'entourent pour qui empêchent de se faire voir par le système immunitaire. Donc, c'est deux cibles importantes pour les thérapies ciblées que je vais vous parler plus tard. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic de Hodgkin, après une biopsie, la deuxième étape, c'est de voir où est la maladie, donc le stade. Et ça se fait avec des CT scans qu'on peut voir ici ou un TEP scan, ou des fois dans les circonstances où il y a la maladie seulement euh, dans une partie du corps, on fait un TEP scan pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladie ailleurs. Ce qui est aussi important au début, c'est de voir s'il y a d'autres problèmes de santé qui sont importants à évaluer le risque des effets secondaires avec le traitement. Et aussi considérer la fertilité euh, chez les patients qui sont jeunes et qui ont pas d'enfants ou qui veulent d'autres enfants. Donc, le traitement standard en soi ne cause pas d'infertilité, mais si ça ne fonctionne pas, d'autres traitements peuvent causer de l'infertilité. Donc, une fois qu'on a fait les scans, on peut évaluer le stade. Donc, un stade limité, c'est considéré comme stade 1 ou 2, et la maladie se trouve seulement sur un côté du diaphragme. Donc, stade 1, ça serait juste sur le cou. Stade 2, ça serait à deux endroits. Stade 3, c'est quand la maladie est ganglionnaire, mais dans les deux parties du diaphragme, en haut et en bas. Et stade 4, c'est quand il y a d'autres organes d'impliquer. Ensuite, on utilise l'absence ou la présence de symptômes B pour décrire la maladie comme stade A, donc absence de la maladie des symptômes B. Les symptômes B, je vous les ai décrits plus tôt, c'est euh, fièvre, sueur nocturne et perte de poids. Donc, le traitement.
En général, le traitement de Hodgkin, euh, c'est pas une maladie chirurgicale. Donc, une fois qu'on enlève le ganglion, le traitement pour la maladie qui reste, c'est de la chimiothérapie. OK. Donc, je dis que c'est de la chimiothérapie parce que c'est le traitement standard, mais historiquement, on utilisait de la radiothérapie pour les stades limités, euh, mais seulement 70% des patients pouvaient être guéris avec cette approche, tandis qu'avec la chimiothérapie ou la chimiothérapie combinée avec la radiothérapie, la guérison est dans plus que 90% des cas. Donc, c'est pour ça qu'on préconise l'approche de chimiothérapie. Maintenant, s'il y a certains patients qui sont très âgés et qui ne sont pas candidats à la chimiothérapie, mais on peut envisager la radiothérapie seule. Donc, le traitement de lymphome pour les stades 3 et 4, c'est de la chimiothérapie seule. Et pour les stades 1 ou 2, ça peut être la chimiothérapie seule ou combinée avec la radiothérapie. La chimiothérapie standard qu'on utilise en Amérique du Nord, ça s'appelle le ABVD. Et c'est le traitement qui a été utilisé pendant plus de 20 ans. Ça consiste de quatre produits, quatre molécules. La première s'appelle adriamycine. Euh, et l'effet secondaire principal de l'adrénaline, ça peut être la cardiotoxicité. Donc, chez les patients qui ont des problèmes de cœur, on évite cette molécule-là. B, c'est pour bléomycine. Et l'effet secondaire principal, c'est la maladie pulmonaire. Euh, le V, c'est pour vinblastine. L'effet secondaire principal, c'est la neuropathie. Donc, neuropathie surtout périphérique, donc des engourdissements dans les pieds puis dans les mains, mais peut aussi causer de la constipation. Et la dacarbazine qui peut provoquer des nausées, des vomissements. Et tous ces effets secondaires ensemble, tous les produits ensemble peuvent aussi contribuer à augmenter le risque d'infection. Donc, s'il y a des fièvres après la chimiothérapie, il faut vraiment consulter son médecin pour éviter euh, d'avoir une infection sévère ou grave. Le brentuximab vedotin ou le BV, c'est un anticorps qui est lié avec une molécule qui empêche la cellule de se diviser. Et l'anticorps va se lier à la protéine CD30 sur la surface des cellules de Hodgkin, va rentrer dans la cellule et empêcher que les cellules cancéreuses se divisent, puis ça va causer la mort de ces cellules-là. Les inhibiteurs de PD1 euh, vont se lier, en fait, euh, sur les cellules normales T, les cellules immunologiques, pour empêcher qu'ils se fassent comme endormir par les cellules de Hodgkin. Donc, la liaison entre la protéine PDL1 à la surface de la cellule de Hodgkin va inhiber, va empêcher la fonction des cellules normales, puis le nivolumab ou le pembrolizumab va arrêter cette inhibition, puis tout d'un coup, les cellules vont reconnaître la maladie d'Hodgkin et vont l'attaquer. Donc,
Pour le traitement de la maladie limitée, donc stade 1 et 2, les options sont la chimiothérapie standard, 2 à 4 cycles, avec ou sans radiothérapie, 3 à 6 cycles de APVD. Mais la plupart des centres vont adapter leur traitement par rapport à un TEP scan qui est utilisé entre 2 ou 3 cycles pour décider qui va avoir la radiothérapie et qui va avoir seulement de la chimiothérapie. La thérapie pour la maladie de stade avancé, historiquement, c'était 6 cycles de ABVD. Puis ce que vous pouvez voir à gauche, c'est l'image d'un TEP scan où que toutes les taches noires représentent les ganglions atteints de Hodgkin qui prennent le sucre c'est ce qu'on peut voir au TEP scan. Donc, en historiquement, c'était 6 cycles d'ABVD. Ensuite, on a adapté le traitement par rapport à la réponse après 2 cycles d'ABVD. S'il n'y avait pas de captation au scan, donc on enlevait la bliomycine pour diminuer les risques de toxicité pulmonaire. On complétait avec 4 cycles d'ABVD. Dans les années 2020, 22, 23, on a incorporé le brentuximab vedotin, BV, et ça a été approuvé pour traiter la maladie pour les patients qui avaient un stade 4. Tout récemment, il y a une étude qui montre que le nivolumab combiné à AVD euh, euh, est très efficace pour traiter la maladie de stade avancé. Ce n'est pas encore approuvé, mais c'est utilisé dans certains centres au Canada et au Québec. Alors, je vais vous expliquer l'historique de chaque traitement. Donc, pour les personnes qui ont des stades avancés, plus que 80% sont guéris avec le ABVD standard. Et ça, c'est basé sur plusieurs études qui ont comparé ABVD avec des traitements qui sont plus toxiques, mais pas plus efficaces. Alors, en Amérique du Nord, on utilisait toujours le ABVD, puis la survie à long terme était à 7 ans, à peu près 85% des patients étaient guéris. On utilisait l'ABVD parce que le BACOP pouvait causer de l'infertilité et des leucémies à long terme. Euh, Pardon. Euh, donc, en 2018, l'étude qui a évalué BV et AVD a démontré qu'il y a un avantage de survie sans progression et un avantage de survie globale en combinant le brentuximab vedotin avec AVD. Fait que ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est une courbe de survie où l'axe des Grecs démontre que c'est le pourcentage de personnes qui sont en rémission. Puis plus que les courbes diminuent, ça veut dire que il y a plus de patients qui vont avoir une progression de la maladie euh, ou la mortalité liée à la maladie. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les courbes de BV en bleu sont supérieures à la ABVD. Et ça a été lié avec une survie, un avantage de survie global aussi. Donc, pendant quelques années, le BVAVD est utilisé pour traiter les patients avec le stade 4 parce que c'est ces patients-là qui ont bénéficié le plus. Par contre, il y a plus de toxicité neurologique avec le AAVD. Donc, 20%, presque 20% des patients avaient des neuropathies, puis dans 9%, c'était des neuropathies assez sévères. Il y avait plus de neutropénie.
et d'infection avec le BVAVD. Par contre, moins de toxicité pulmonaire que le ABVD. Tout récemment, il y a une étude euh, qui a été publiée par le groupe, un groupe pan-américain et canadien qui a évalué l'efficacité de niveau AVD contre le BVAVD. Fait que tous les patients qui avaient un stade 3 ou 4, donc avancé, ont été euh, randomisés. Donc, la moitié ont reçu le niveau AVD, puis la moitié ont reçu le BVAVD. Donc, c'est pour si ont eu un traitement pour 6 cycles. Chez les patients qui avaient le BVAVD, on savait qu'il y avait plus de risques d'infection. Fait que tous ces patients-là ont reçu euh, un traitement pour empêcher les infections euh, avec un médicament qui s'appelle le GCSF. Ça peut être aussi nommé filgrastim ou l'Apelga. C'est tous des noms différents qui euh, euh, sont utilisés pour des médicaments qui empêchent la diminution de neutrophils. Les neutrophils sont importants pour combattre les infections. S'il y avait une maladie résiduelle au TAP-scan, bien, ces patients-là pouvaient avoir de la radiothérapie à la fin de leur traitement. Ici, on peut voir que les courbes, en fait, démontrent un avantage pour les patients qui ont reçu le niveau AVD. Donc, niveau AVD est plus efficace que les patients, que le BVAVD. Ça, c'est chez presque 1000 patients. Et ce qui est intéressant, c'est que, il y avait plusieurs catégories d'âge. C'est la première étude qui incluait des enfants et des personnes âgées. Euh, Bien, surtout des enfants. D'autres études incluaient des patients en haut de 60, mais ici, c'était quand même assez exceptionnel d'accepter des enfants pour leur traitement. 62 avaient le stade avancé. Et comme je vous ai dit, le GCSF, le filgrastim, était absolument requis pour le BVAVD, mais optionnel pour le niveau AVD. Donc, à 2 ans, on voit que il y a presque il y a 9 d'avantage de survie sans progression à 2 ans avec le niveau par rapport à BV. Chez les patients âgés, l'effet est encore plus prononcé parce que le BVAVD chez les patients âgés est très peu toléré. Donc, à 1 an, on peut voir que la survie sans progression, donc les courbes sont nettement avantagées pour les patients qui ont reçu le niveau AVD, 93 qui sont encore en rémission par rapport à 64 avec le BVAVD. Et le niveau AVD était beaucoup mieux toléré chez les patients âgés. Ce qui arrivait, c'est que les patients avaient plus de neutropénie, plus d'infections et plus de mortalité due au traitement avec le BVAVD par rapport au niveau AVD. Donc, je vous ai décrit les différents types de traitements pour la maladie d'Hodgkin. Qu'est-ce qui arrive après le traitement, une fois que les 6 cycles sont terminés? Alors, on fait un TEP scan à la fin pour évaluer la réponse. Donc, s'il y a une réponse complète, donc il y a absence de la maladie sur le TEP scan, il n'y a pas d'autre traitement à faire, ni d'autres scans à faire, à moins qu'il y ait des symptômes au rendez-vous subséquent. Euh, si, euh, si les patients sont en rémission complète, il y a la surveillance qui se fait seulement clinique, c'est-à-dire que les patients vont à leur rendez-vous à tous les 3 mois, généralement à tous les 3 mois pendant 2 ans.
et ensuite à tous les 6 mois pendant 3 ans. Et la plupart des rechutes vont avoir lieu avant 2 ans. S'il y a très, très peu de rechutes qui a lieu après 2 ans. S'il y a la progression de la maladie, bien là, ensuite, on va décrire, on va discuter de ça dans les prochaines diapositives. Euh, les suivis à long terme, si la personne est en rémission complète, c'est pour voir s'il y a une rechute de la maladie, évidemment, ou s'il y a des effets secondaires à long terme. Les effets secondaires à long terme peuvent être une dysfonction de la moelle osseuse ou des leucémies, mais qui est très rare avec le ABVD, moins que 1%. Des maladies cardiaques pour ceux qui ont eu plus de chimiothérapie et la radiothérapie, surtout au médiastin. Et pour ceux qui ont de la radiothérapie, il faut évaluer aussi les risques de cancer secondaire. Donc, si on a eu la radiothérapie à la poitrine, vérifier qu'ils n'ont pas de cancer du sein à long terme. Donc, l'objectif vraiment, c'est le retour à la normale. À la normale. Pour ceux qui ont une réponse partielle au TAP-scan, les options, c'est de la radiothérapie locale, si la maladie est localisée, ou une biopsie pour démontrer que c'est bel et bien du Hodgkin, puis pas quelque chose d'autre, comme une hyperplasie euh, euh, la- du thymus. C'est pas inhabituel, surtout chez des personnes qui sont jeunes. Et si la maladie progresse ou qu'il y a évidence d'une rechute, bien là, à ce moment-là, on prouve ça par une biopsie et on fait un traitement de rattrapage. Donc, le traitement standard, si la maladie euh, rechute, c'est une greffe de moelle osseuse, une autogreffe de moelle osseuse qui peut guérir plus que la moitié des patients qui ont la maladie d'Hodgkin. Mais bien évidemment, c'est un traitement qui est quand même assez costaud, assez toxique. Alors, ce n'est pas un traitement qu'on utilise chez les patients âgés. Le traitement consiste à donner une chimiothérapie de rattrapage, par exemple du type genre GDP. Et s'il y a une bonne réponse, on prélève les cellules souches pour ensuite les réinfuser après une chimiothérapie à haute dose. Et comme je vous dis, ça guérit plus que la moitié des patients avec un Hodgkin en rechute. L'autre moitié, qui n'ont pas répondu à la greffe ou qui ne sont pas éligibles à la greffe, peuvent recevoir le traitement avec le BV. Le BV a été premièrement évalué dans ce contexte-là. Et ce qu'on peut voir ici, ça s'appelle un waterfall plot, où que toutes les lignes verticales représentent la diminution de la maladie par patient. Donc, les lignes bleues représentent une diminution de la taille des ganglions du tumeur dans chaque patient qui ont eu une réponse complète et les lignes jaunes dans chaque patient qui ont eu une réponse partielle. Une réponse partielle, ça consiste à plus que 50% de diminution de la taille des ganglions. Donc, vous pouvez voir
que, étant donné que la plupart des lignes sont en dessous de l'axe des X, ça veut dire que la plupart des patients qui avaient la maladie réfractaire à la chimiothérapie a bien répondu au brentuximab. Donc, c'est comme ça que le médicament a été approuvé. Les taux de réponse global étaient 75%, puis complète, ça veut dire que la disparition de la maladie dans le tiers des patients. Par contre, ça venait avec des effets secondaires de neuropathie et neutropénie. Pour les patients qui ont eu une greffe et qui sont à très haut risque de récidive, on peut les traiter avec le brentuximab vedotin après la greffe pour empêcher euh, une récidive. C'est efficace, donc ça empêche la récidive. Dans 85% des cas, on peut voir que ces patients-là ont bien répondu post-greffe. Par contre, ça vient avec la toxicité, comme je vous ai dit plus tôt, et il n'y a pas d'avantage de survie global. Donc, ça veut dire que si les patients choisissent de ne pas avoir du brentuximab post-greffe et qui ont une rechute, bien, ils ont la même survie que ceux qui ont eu du brentuximab immédiatement post-greffe parce que le traitement est efficace au moment de la rechute. L'autre traitement qui est une option pour ceux qui ont eu une rechute post-autogreffe ou une rechute chez des patients qui ne sont pas éligibles à la greffe, c'est les inhibiteurs de PD1. Il y en a deux. Il y a le nivolumab puis le pembrolizumab. Ça, c'est les premières études ici qu'on voit chez les patients qui ont été multitraités. Encore là, un waterfall plot qu'on démontre que la plupart des patients, en fait tous les patients, ont eu une diminution de la taille des ganglions dans ces circonstances-là. Donc, 60% des patients ont bien répondu, ce qui a mené à l'étude de Keynote 204, qui a évalué l'efficacité de BV et le Pembro dans le contexte de rechute post-autogreffe ou ceux qui n'étaient pas éligibles à l'autogreffe, 304 patients. Et ce que ça démontre, c'est dans le contexte, le contexte de rechute, le Pembro était plus efficace que le BV. Donc, la réponse globale était plus élevée avec le Pembro, 65% par rapport à 55%. Et la survie sans progression, le MPFS, c'est moyen était de 13 mois par rapport à 8 mois. Évidemment, tous ces patients-là n'avaient pas reçu le euh, niveau ou le brentuximab en première ligne. OK, donc les effets secondaires maintenant sont très différents chez BV par rapport à Pembro. Ceux qui ont eu le pembrolizumab avaient plus de problèmes avec leur glande thyroïde, plus de fièvre, mais ceux qui ont reçu le brentuximab avaient plus de neuropathie et plus de fatigue. Les effets secondaires maintenant des inhibiteurs de PD1, donc le nivolumab puis le pembrolizumab, dans au moins 5% des patients, le système immunitaire est tellement activé qu'il attaque l'autre, il attaque soi-même. Et l'organe qui est attaqué peut être différent dans chaque personne. Ça peut être le cerveau, ça peut être les poumons, les reins, les intestins. Alors, toute personne qui est traitée avec ces médicaments-là et qui ont des symptômes inhabituels ou nouvelles, il faut aviser le médecin pour s'assurer que ce n'est pas un effet secondaire auto-immune euh, de l'inhibiteur anti-PD1. La plupart des patients qui
ont une bonne réponse aux anti-PD1. Donc, ceux qui, après quelques jours, se sentent super bien, puis ils, ils ont des réponses complètes, donc élimination de la maladie, peuvent avoir des rémissions durables. C'est ces patients-là qui ont euh, les rémissions les plus durables. Par rapport à ceux qui ont très peu de réponses, la maladie stable ou maladie partielle, la plupart de ces patients-là vont éventuellement avoir une rechute. Par contre, ces rechutes-là peuvent avoir une rechute quand même plus qu'un an ou deux après le traitement. Alors, qu'est-ce qui arrive si les patients ont plusieurs rechutes? Est-ce que la greffe de moelle osseuse ou le donneur est quelqu'un d'autre, on appelle ça une greffe allogénique, peut être curatif chez ces patients-là? Historiquement, c'était utilisé pour les patients qui n'avaient pas reçu du brentuximab ou du nivolumab. Avec les nouveaux médicaments, on peut voir que ça peut être efficace chez les patients qui ont une rechute d'Hodgkin. Euh, les- la greffe est toujours envisageable. Il faut juste discuter avec le centre de greffe et l'hématologue les chances de rechute avec la greffe. Donc, c'est toujours mieux d'avoir une maladie stable ou une maladie, en fait, en rémission avant de rentrer dans la greffe pour que euh, la greffe soit efficace. Donc, la discussion sur une allogreffe doit inclure les risques de toxicité et de mortalité à court et à long terme. Donc, on sait que euh, chez les patients qui ont eu un traitement avec un anti-PD1, la survie sans progression est de 31% et la survie globale est de 90%. Donc, la plupart de ces patients-là vont être en vie puis en rémission euh, 2 ans après leur traitement d'anti-PD1. Par contre, la mortalité associée avec une allogreffe peut être jusqu'à 20% à 2 ans. Donc, puis c'est un traitement qui vient avec quand même beaucoup de toxicité et de morbidité, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir la maladie du greffon et ce qui peut vraiment affecter la qualité de vie chez ces patients-là. Donc, c'est une discussion sérieuse à avoir avec euh, les hématologues qui sont en charge de la greffe. Donc, en conclusion, le lymphome d'Hodgkin est un des cancers les plus guérissables. Donc, c'est guéri dans plus que 80% des patients qui sont de stade avancé et 90% des patients qui ont un stade limité. Le traitement avec le ABVD, BVAVD et Nivo-AVD sont des traitements standards pour traiter la maladie d'Hodgkin avec ou pas de radiothérapie. Dans le cas de rechute, la greffe autologue demeure un traitement curatif. Dans un cas de rechute post-autogreffe ou chez les patients qui ne sont pas éligibles à la greffe, le brentuximab vedotin et les inhibiteurs de PD1, donc le nivolumab et le pembrolizumab, sont des options. Et les essais cliniques permettent d'accéder à de nouvelles thérapies euh, chez la maladie. Donc, si tous les traitements ont échoué, il s'agit de voir s'il y a des centres qui ont des études pour évaluer les nouveaux traitements. Merci de votre attention.